Souvent vu comme un cours secondaire, moins important, parfois même donné par des monsieur mégots, l'éducation physique et à la santé souffre de nombreuses caricatures. Si vous pensez cela, vous êtes au bon endroit parce qu'avec mon invité, on va vous démontrer que l'éducation physique à l'école est aux antipodes de ces clichés. Bonne écoute! Bienvenue dans l'heure de fourche, le podcast animé par le secrétariat général de l'enseignement catholique. Si vous êtes acteur de l'enseignement et à la recherche de témoignages inspirants, de conseils, d'outils et d'actualités, vous êtes au bon endroit. Installez-vous confortablement et préparez-vous à être inspiré par l'heure de fourche. Bienvenue à notre invité, François Poul, responsable secteur et conseiller au soutien à l'accompagnement en éducation physique. Bonjour. Pour la direction de l'enseignement secondaire au CEGEC. Bonjour François. Bonjour, merci de m'inviter. Alors avec toi François, on va déconstruire quelques caricatures, mais on va évidemment aller au-delà. On va voir ensemble le rôle que peuvent jouer les professeurs d'éducation physique dans le parcours scolaire de l'élève et aussi leur regard particulier sur ces mêmes élèves. Donc première question, si tu devais donner une différence, vraiment une particularité des cours d'éducation physique et des profs d'éducation physique par rapport à d'autres cours, qu'est-ce que ce serait ? C'est vrai qu'on a une discipline à part entière. Déjà, une grosse différence, c'est que, par exemple, en maths ou en sciences, on pourrait imaginer que je sois un mauvais élève. C'est un petit peu un secret entre moi et le professeur. Là où en éducation physique, on te demande de faire une roue, tout le monde voit tes qualités directement, tes lacunes, c'est aux yeux de tous. Donc ça, on ne peut pas le cacher. Donc ça a un impact directement, je vais dire, sur l'image de soi, sur son sentiment de compétence. Ça, c'est déjà quelque chose qui nous différencie des autres. D'accord. Et comme pour les autres matières, l'accent il est mis en éducation physique et à la santé, comme il faut l'appeler maintenant. Oui, tout à fait. Sur l'approche évolutive, est-ce que tu peux nous en dire plus globalement sur ce qu'est l'approche évolutive, mais évidemment sur les particularités de l'approche évolutive dans l'éducation physique et à la santé ? Moi, c'est quelque chose qui me parle vraiment parce que je pense que notre discipline peut amener des compétences de vie. Je pense au respect des autres, je pense au respect des règles, je pense à la tolérance, à la mixité, etc. Et l'approche évolutive, c'est ça aussi, c'est de voir l'élève dans sa globalité. Ok, ses qualités athlétiques, ça saute aux yeux, les qualités sportives, mais pas que, aussi ses compétences durables pour sa vie de tous les jours. Oui, donc c'est des choses qu'on peut d'une part mesurer, mais aussi des choses qui sont beaucoup plus qu'on appelle maintenant plutôt des soft skills, comme on les appelle maintenant. Tout à fait, donc c'est vraiment ça, c'est les soft skills. Et donc nous, en éducation physique, c'est vrai qu'on a des attendus qui sont en lien, par exemple, avec le savoir-être. Donc je pense à la collaboration, je pense au respect des règles, des choses comme ça. C'est des compétences qui sont dans nos programmes d'éducation physique et donc on doit à un moment donné les mobiliser, les cibler et aussi les évaluer. Oui, c'est ça. Et c'est pas trop compliqué, ça, d'évaluer quelque chose qui est finalement peut-être moins intangible que d'autres choses dans d'autres cours. C'est clair que pour beaucoup, c'est assez abstrait, c'est un peu flou. Maintenant, moi, j'invite les professeurs vraiment à traduire leurs attendus. Par exemple, si je te demande d'être fair-play, pour toi, ça va être un petit peu flou. C'est quoi le concept de fair-play ? Si je traduis ça par des indicateurs observables, je vais te demander d'être poli. Oui. Je vais te demander de respecter les consignes. Je vais te demander, quand je te donne un ballon ou une raquette, que tu me rendes la raquette dans le même état que je te l'ai donné. Ça, en fait, je me suis permis de traduire quelque chose de flou en comportement observable. C'est ça. Et donc, on arrive presque parfois même dans l'enseignement explicite. Alors, c'est vraiment expliciter toute une série de choses. Exactement. C'est clair qu'un élève qui sait ce qu'on attend de lui, c'est un élève qui est capable, à un moment donné, de s'investir dans la tâche. Ouais. D'accord. Et d'ailleurs, par rapport à ça, par rapport à l'enseignement explicite, on a fait un épisode que je vous invite à aller réécouter ou revoir. C'était le dernier épisode en date. On l'a dit en introduction, les enseignants en EPS ont un regard particulier sur l'élève. Donc pour toi, ils ont un apport vraiment très particulier, très spécifique à offrir, notamment, je pense, dans les discussions, dans les échanges, dans les conseils de classe. Tout à fait, un conseil de classe, c'est vrai qu'on a des choses à raconter parce qu'on voit l'élève dans une tenue sportive, on le voit dans sa capacité à respecter les autres, on le voit parfois dans l'arrogance d'une victoire ou dans la modestie, ce genre de comportement qu'on a tous vécu, je gagne ou je perds et quel est mon comportement dans la victoire et dans la défaite. Donc c'est vrai que ces compétences qui sont des compétences de vie, en fait le professeur peut les relayer en conseil de classe. Pour dire, moi, cet élève-là, je le vois dans l'effort, je le vois dans l'investissement, je le vois s'appliquer, je le vois se concentrer. Et c'est peut-être des éléments qui peuvent enrichir, je vais dire, le conseil de classe.
Oui, c'est ça. Donc, si on reprend l'exemple de tout au début où tu disais, mais en éducation physique, il y a des lacunes forcément qu'on ne peut pas cacher. L'enseignant en éducation physique peut alors peut-être contrebalancer parfois un discours en disant, mais oui, mais cet élève-là, moi, je ne vois pas qu'il s'investit dans mon cours. Moi, ici, en éducation physique, oui, l'élève, il a peut-être sur la matière stricto sensu une difficulté, mais je vois qu'il s'investit, donc il peut contrebalancer. Ou alors, justement, confirmer, conforter une impression que les autres professeurs ont. Clairement, c'est ça. Donc, je vois l'attendu, je vois l'écart type, mais je vois aussi que l'élève, il s'engage, il s'applique, il se concentre pour pouvoir faire mieux, il fait des efforts. C'est un petit peu ce qu'on appelle les visées transversales dans le pacte d'excellence. C'est aussi toutes ces compétences qui, à un moment donné, se mettent au service de la scolarité. Donc pour toi, il y a un besoin de solidarité éducative qui inclut le prof d'éducation physique, qui peut parfois contrebalancer un discours ou le conforter, parfois même dans une matière qui est parfois jugée secondaire. Et donc, pour toi, il y a besoin vraiment de cette solidarité éducative qui inclut vraiment la matière éducation physique à la santé. Complètement. Nous, de notre côté, on doit être capable de montrer comment dépasser notre propre discipline, donc sortir des compétences purement athlétiques et montrer en quoi l'éducation physique a aussi son rôle à jouer dans l'éducation en général. Et deuxièmement, moi je dis souvent, la solidarité éducative, elle démarre quand on s'intéresse à l'autre. Qu'est-ce que tu fais toi en maths? Qu'est-ce que tu fais toi en sciences? Et s'intéresser à l'autre, c'est déjà, je vais dire, le départ pour pouvoir collaborer. Oui, c'est ça. Quand tu parles de transversalité, il y a un aspect peut-être qu'on voit moins, qui saute moins aux yeux. On rappelle que l'éducation à la philosophie et à la citoyenneté dans l'enseignement catholique, c'est transversal dans différents cours. C'est peut-être pas éducation physique le premier cours sur lequel on se dirait oui, tiens, il y a d'éducation à la philosophie et à la citoyenneté, mais pourtant, c'est le cas. Oui, clairement, on a des compétences qui s'appellent les habiletés sociomotrices et la citoyenneté. Donc, ça veut dire quoi? C'est des compétences relationnelles, c'est des compétences collectives. Et donc, comme son nom l'indique, citoyenneté, comme dans EPC, citoyenneté aussi. Et donc là, on va avoir tout ce qui est fair play, le fait d'interagir positivement avec les autres, le fait d'être tolérant par rapport aux différences, qu'elles soient de genre, qu'elles soient de couleur, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient athlétiques. Donc, tout ce genre de comportement, en fait, nous, on a notre champ de compétences autour des habiletés sociomotrices et la citoyenneté. C'est ça. On va maintenant revenir sur le champ vraiment de l'éducation physique. J'ai lu qu'en 2025 en France, l'éducation nationale avait proposé à toute une série d'écoles qui étaient volontaires un test, 3 tests finalement, des tests physiques aux élèves qui rentraient au collège, donc environ 12 ans. Donc il y avait un test d'endurance, il y avait un test de force, c'est-à-dire un saut en longueur sans élan, et un test de vitesse avec un sprint de 30 mètres. Les résultats me paraissaient assez éloquents, avec seulement 18% des élèves, c'est quand même beaucoup, qui se sont révélés incapables de courir plus de 3 minutes. 34% présentaient une maîtrise satisfaisante de l'endurance, donc satisfaisante seulement. Au niveau des tests de force, ça a augmenté un petit peu à 45% et le test de vitesse à 55% de maîtrise satisfaisante. C'est des résultats qui peuvent paraître interpellants. Toi déjà sur ce genre de test, qu'est-ce que tu penses de ce genre de test ? C'est un vrai constat, c'est vrai. Maintenant, je pense qu'on doit prendre ce genre de test vraiment comme un diagnostic. Donc, se poser la question, comment est-ce qu'on peut faire? Une autre statistique interpellante, c'est que 6 enfants sur 10 à l'âge de 12 ans, leur seule activité physique de la semaine, c'est avec nous. Oui, ça. Et ça, on parle d'une statistique belge francophone. Tout à fait. Donc ça aussi, c'est interpellant. Maintenant, je pense que si on reprend l'exemple de l'endurance, c'est insatisfaisant. C'est à se demander, nous, comment on peut faire pour séduire, comment convaincre, comment mobiliser. Je préfère un professeur qui va faire de la danse pendant 40 minutes, où tous les élèves, pendant 40 minutes, ils vont danser sans s'arrêter, qu'un professeur qui va aller courir autour de l'église ou autour de la gare et tout le monde marche. Je pense qu'à un moment donné, on doit se poser la question de comment faire évoluer les choses.
La course à pied, ça peut être fun si, par exemple, on court à 2 et on se fait un projet collectif. Ou si on court à 3, on réduit la distance et on fait une sorte de course relais et on doit se motiver les uns les autres. Par exemple, quelque chose qui a beaucoup de succès pour l'instant, c'est le biathlon. Donc, c'est un petit peu à l'image du ski carabine. Mais nous, dans les écoles, on adapte ça avec des petits défis de précision, des petits défis de manipulation où, en fait, si je réussis le défi, je ne dois pas faire le tour de pénalité. Et, puis et donc, c'est ludique. C'est un moyen de déguiser, je vais dire, une activité endurance qui n'est pas toujours la plus séduisante et de faire en sorte que les élèves se mobilisent. Oui, ça peut révéler des aptitudes en plus un binôme, s'ils font ça en binôme, un qui peut être très bon à la course et l'autre qui est peut-être plus précis. C'est ça. Et donc, en préparant l'émission, de nouveau, tu me disais être guidé par la philosophie des 3 P. C'est un peu en lien avec ce que tu dis justement. Tu peux nous expliquer ? Oui, les 3 P, c'est assez simple. Donc, c'est le P de participation, le P de progression et le P de performance. Alors, il ne faut pas diaboliser la performance parce que le monde a besoin de performance, mais il ne faut pas se fixer que là-dessus. Et donc, la participation, vous me voyez venir, c'est la régularité, c'est l'engagement, c'est le fait d'avoir sa tenue sportive adaptée à l'activité. La progression, ça va plutôt être l'application, les efforts fournis. Et puis, la performance, c'est la maîtrise des attendus. Oui, c'est ça. Et c'est toujours, finalement, tirer l'élève à son maximum à lui. C'est encore plus vrai en éducation physique, j'imagine. Ce qui est bien en pondérant de cette manière avec les 3 P, c'est que ça permet d'être le plus juste et le plus fidèle par rapport à chaque élève. Donc, vous avez aussi parlé dans vos podcasts de différenciation. Cette philosophie des 3 P, c'est aussi de se dire, en fonction de mon profil, je vais avoir une pondération différente parce que je connais mon public d'école, je connais l'ADN de mon école. Et donc, je vais donner des proportions qui seront différentes par rapport à mes intentions et par rapport à mes exigences. Oui. Je vais revenir sur la statistique que tu as évoquée juste avant, de 6 élèves sur 10 qui disent finalement que leur seule activité physique, c'est à l'école, c'est le cours d'éducation physique. Toi, dans ta pratique de responsable secteur et de CSA, j'imagine que c'est quelque chose que vous avez intégré, que tu as intégré pour justement développer des cours qui prennent en compte cette statistique et voir comment justement on mobilise les élèves et on leur permet d'avoir du mouvement, en fait, c'est ça. Oui, tout à fait. Ça fait vraiment partie de ce qu'on appelle nos incontournables, c'est cette vigilance automoteur. Donc parler c'est bien, bouger c'est mieux. Vu que c'est le seul moment de la semaine où ils bougent, autant qu'il y ait du temps moteur élevé, on pourrait appeler ça la rentabilité ou le rendement. Et donc si j'ai 50 minutes ou si j'ai 90 minutes, je vais essayer que chaque minute consacrée soit 1 minute de mouvement, en tout cas le plus possible. Et c'est vrai que de temps en temps, quand on prend le temps passé au vestiaire ou le temps en déplacement, parce que mon école ne me permet pas de m'abriter, je dois aller dans une activité extérieure, ce temps-là, ce sont des minutes de perdu. Dans cette optique où le mouvement est important et on l'entend, tu milites vraiment tu as cette passion d'éducation physique que tu nous transmets ici à notre micro. La décision du gouvernement actuel et de la ministre Glatini d'enlever une période d'éducation physique et à la santé en 3e secondaire dans le tronc commun qui arrive dans ce niveau d'enseignement. Donc c'est enlevé par rapport à ce qui avait été prévu, ça c'est important de dire. Enlevé par rapport à ce qui a été prévu par le pacte, par les travaux du pacte, c'est pas en enlever une par rapport à ce qu'il y a maintenant. Tout à fait. Mais ça reste dommageable par rapport de toute façon à ce qui avait été prévu. Je ne sais plus si tu peux juste nous rappeler le nombre de périodes. Oui, donc en fait ce qui a été prévu dans les premières grilles horaires 2018 du pacte d'excellence, c'est 1 heure supplémentaire en 5e primaire, 1 heure supplémentaire en 6e primaire et 1 heure supplémentaire en 3e secondaire. On maintient l'heure supplémentaire en 5e, on maintient l'heure supplémentaire en 6e, mais on perd l'heure qui nous était promise en 3e. Donc, comme tu viens de le dire à juste titre, on ne perd pas 1 heure, on perd 1 heure qui nous était promise dans les premiers travaux du pacte. Maintenant, c'est dommageable parce qu'on vient de dire que la santé, c'est important, on vient de dire que le bien-être, c'est important. Et je pense que si on veut vraiment améliorer les choses, c'est à travers des heures de mouvement qu'on peut vraiment avoir un impact. Et c'est ça que le petit ajout et à la santé, en fait, c'est ça, c'est plutôt du mouvement, c'est le fait de pouvoir promouvoir le mouvement. Tout à fait, donc les experts sont clairs, les conseillers sont unanimes. Cette 3e heure gagnée en primaire, en 5e et en 6e primaire, c'est 1 heure de mouvement, donc c'est aussi 1 heure en salle. Il n'est pas question, par exemple, d'aller dans une classe pour diffuser la pyramide alimentaire ou pour parler des habitudes saines de vie.
tout ça, ce sont des contenus qui sont importants, mais qui sont faits à travers le mouvement, au travers de discussions, etc., en salle, en espace extérieur. Mais c'est important vraiment d'avoir cette vigilance par rapport au temps moteur. Oui, parfois même dans d'autres cours, dans le fondamental, en éveil scientifique ou ce genre de choses. Pourquoi pas en pluridisciplinarité, ça a beaucoup de sens. Oui, tout à fait. Allez, on est déjà pratiquement au bout de ce podcast, mais on va terminer par aborder 2 événements quand même importants organisés par le CEGEC. Le premier, c'est le PSD qui se déroulera le 29 mai à Isoprel au Sambre Expo. Il est consacré aux enseignants d'éducation physique du fondamental et il est organisé par ton collègue et notre collègue Aurélien Lotte. Ils pourront échanger entre pairs et découvrir toute une série d'activités, de nouvelles pratiques au gré d'ateliers variés. Et toi, pour les enseignants du secondaire, tu vas quand même le présenter, même si on ne le présente plus, tu organises le ForPep. Oui, tout à fait. Donc, ForPep aura lieu le 18 et le 19 juin. On a la chance de retourner à Louvain-la-Neuve. Donc, c'est un complexe énorme. C'est le Bloquerie, c'est l'Osel. Et donc, on a la possibilité là-bas de faire 43 ateliers. Donc, on est capable de proposer 43 solutions dans notre offre, dans notre programmation. Ce qui fait que si on est complet, on peut atteindre 850 collègues d'éducation physique et à la santé pendant 2 jours à Louvain-la-Neuve. C'est ça. Et habituellement, vous réunissez plusieurs centaines de personnes. Et parfois, il y a une thématique. Je sais que l'année passée, c'était plutôt l'inclusion. Est-ce qu'il y a une attention particulière, un angle particulier? Oui, cette année-ci, le fil rouge, c'est les pistes de la mobilisation. Donc, en gros, c'est comment justement attirer l'élève, comment séduire l'élève pour qu'il puisse s'engager, être acteur de ses apprentissages. C'est ça, donc ça a tout son sens. Finalement, ça conclut bien ce qu'on disait ici. Donc, on invite évidemment, si c'est encore possible, parce que il reste quelques places. J'imagine que ça part vite, donc oui. il reste quelques places. Donc, n'hésitez pas. De toute façon, on mettra tous les liens en descriptif de l'épisode et aussi pour le PSD, pour le fondamental. Mais donc, ne traînez pas à prendre vos renseignements, parce que c'est vrai que du coup, tout ce que tu as dit ici dans le podcast, voilà, il va avoir la continuité dans le ForPep et c'est vraiment ces moments-là qui permettent de partager les pratiques et de les faire percoler sur le terrain. Complètement. Donc, pour nous, c'est vraiment ce sentiment de communauté, fédérer l'éducation physique autour de pratiques gagnantes. Et deuxièmement, ce qui plaît aux professeurs qui assistent à ForPep, c'est l'aspect transférable. Donc, c'est ce que je vais apprendre sur ForPep, la capacité à le transférer dans mes pratiques dès le lendemain dans mon école. Eh bien, il me reste à te remercier, François, pour ton passage dans notre studio. En tout cas, un grand merci. Merci à vous pour l'invitation. Merci à vous, chers auditeurs, chères auditrices, de nous suivre dans ce qui est déjà notre 3e saison de l'heure de fourche, cette 3e saison qui arrive tout doucement à son terme. En attendant, on vous propose de nous suivre sur nos réseaux sociaux et de partager nos podcasts. À bientôt. Avant de nous séparer, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux en cherchant CEGEC Enseignement Catholique. Partagez ce podcast et n'oubliez pas de laisser votre avis sur votre plateforme d'écoute préférée. À bientôt!